Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Renvoi du dossier Sébastien Javon au 18 octobre par la Cour béninoise de répression des infractions économiques et du terrorisme. L'audition de l'homme d'affaires pour trafic de drogue a été ajournée jeudi 4 octobre à cause de son absence. Une décision que ne parvient pas à comprendre sa défense. La campagne électorale camerounaise entre dans sa dernière ligne droite avant l'élection présidentielle du 7 octobre. Le numérique occupe une place stratégique pour chacun des 9 candidats en lice. Nous ferons le point sur les méthodes utilisées pour veiller au bon déroulement du vote. Et l'Angola intensifie sa lutte contre la corruption. Plusieurs proches de l'ancien président José Eduardo dos Santos, soupçonnés de corruption, ont été arrêtés fin septembre. Des arrestations qui suscitent plusieurs interrogations parmi les populations. Au Bénin, le dossier Sébastien Javon a été renvoyé au 18 octobre. L'homme d'affaires devait être auditionné ce jeudi 4 octobre par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme concernant l'enquête sur les 18 kilos de drogue dans laquelle il serait impliqué avec 3 autres personnes, mais aucun d'entre eux ne s'est physiquement présenté. Le ministère public béninois a estimé que leur présence était nécessaire. Le président de la Cour a donc décidé d'ajourner la séance. Une décision discutée par la défense. Écoutons à ce propos l'avocat conseil de Sébastien Javon, maître Marc Belsimon, au micro de notre correspondant Lev Tiounou. La lecture de l'article 428 est d'une clarté tellement limpide qu'elle ne permet pas la contestation ou la remise en question. La représentation est autorisée. Deuxièmement, dans son principe de liberté, le prévenu a le droit de venir ou de ne pas venir devant une juridiction à la condition qu'il soit représenté. C'est un principe international. Nous le trouvons même devant les juridictions internationales où la représentation est possible. Je rappelle d'ailleurs à titre d'exemple que nous sommes allés plaider avec maître Issiaka Moustapha, mon fils Julien Ben Simon et moi-même devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et là, monsieur Sébastien Javon n'était pas présent, il était représenté. C'est-à-dire que devant une juridiction internationale, on a le droit de représenter son client, mais devant une juridiction béninoise, on ne peut pas plaider, on ne peut pas défendre, on ne peut pas argumenter pour un homme parce qu'il n'est pas là. Voilà ce que je constate aujourd'hui. J-2 avant l'élection présidentielle à un tour au Cameroun. Tout se peaufine sur l'ensemble du territoire national. Le numérique occupe une place importante dans la surveillance du déroulement du scrutin. Le point sur les méthodes utilisées par les 9 candidats pour sécuriser les votes avec Marie-Colette Babasagana. Facebook Live sera l'une des méthodes de sécurisation mises en place par le Social Democratic Front pour sécuriser ses voix lors du scrutin du 7 octobre prochain. Le parti du candidat Joshua aussi entend par cette application contrôler le nombre des inscrits dans les 25 001 bureaux de vote que compte le Cameroun. Par ailleurs, le SDF compte également déployer au moins 2 observateurs dans chaque bureau de vote et appelle cependant ELECAM, l'organe en charge d'organiser les élections, de mettre en application l'article 97 qui stipule l'affichage des listes de vote avant 8 jours du scrutin. Le parti du candidat Cabral Libi, quant à lui, a mis sur pied l'application mobile Electra. Selon Aristide Ekor, secrétaire général d'Univers, Electra consiste à surveiller en temps réel les votes via les téléphones et ordinateurs, mais aussi à contrôler les procès-verbaux qui sont acheminés instantanément après la fin des votes. Des scrutateurs seront également déployés sur l'ensemble du territoire national pour le mouvement Now du candidat Akerimuna. Un appel a par ailleurs été lancé à chaque électeur, celui de la présence de chaque votant au sein du bureau de vote, afin de garantir la sincérité du vote et de la transparence du processus électoral. Voter, sécuriser et défendre, voilà en gros la stratégie que compte mettre sur pied le mouvement pour la reconnaissance du candidat Maurice Kamto. Le tireur de pénalty demande à ses électeurs d'assurer leur vote avant 13 h. Ensuite, de ne pas s'éloigner des lieux de vote pour surveiller le déploiement des voix.
En Angola, depuis l'arrivée au pouvoir de João Lourenço en septembre 2017, la lutte contre la corruption s'intensifie. Les arrestations successives du fils de l'ancien président et de l'un de ses proches collaborateurs ont fait couler beaucoup d'encre. Ces placements en détention ont suscité diverses réactions au sein de la population. Plus de détails avec Siamlo Victoria Seji. Vendredi 28 septembre, en Angola, Ismael Diogo da Silva, un autre proche de l'ex-président José Eduardo dos Santos, a été arrêté. Ce haut fonctionnaire du ministère des Transports et président de la fondation dos Santos est incarcéré à l'est de Luanda, la capitale. Une arrestation parmi tant d'autres qui suscite d'autres interrogations. Il va être difficile d'établir que la justice angolaise est en train de servir les desseins du politique. C'est-à-dire si la justice agit pour satisfaire les stratégies politiciennes de l'exécutif, en ce moment, on peut effectivement établir qu'il y a bien une chasse aux sorcières, mais un tel scénario va certainement déboucher sur une crise politique à court ou long terme. Cette détention s'inscrit dans le cadre d'une affaire de corruption dans laquelle 2 autres hauts fonctionnaires ont été arrêtés vendredi 21 septembre pour blanchiment d'argent et détournement de 20 millions de dollars. Il se peut que ce soit des dossiers qui aient perduré, qui étaient là et que la justice n'arrivait pas à cause de l'influence du politique à faire avancer. À ce moment, il serait possible de dire que le président avait donc influencé la justice dans le sens de ne pas permettre les poursuites contre ses proches. Dès sa prise de fonction en septembre 2017, le chef de l'État, João Lourenço, a déclaré vouloir profondément assainir l'environnement financier et rendre plus crédibles les institutions étatiques. Depuis, de hauts cadres et proches de l'ex-président ont été démis par décret ou arrêtés. Également dans l'actualité, un nouveau maire a été nommé ce jeudi 4 octobre à la tête de la mairie de N'Djamena au Tchad. Il s'agit de Saleh Abdelaziz Daman. Il remplace Mariam Djimé Ibet. La passation de service doit se tenir ce vendredi 5 octobre. Dans le reste de l'actualité, la mission de dissémination du rapport 2016 de l'initiative pour la transparence des industries extractives du Burkina Faso a pris fin le 3 octobre. L'équipe était dans le centre-nord du pays, dans la mine de Nami-Sigima, qui emploie 927 personnes. Cette exploitation a effectué des paiements sociaux volontaires à hauteur de plus de 97 millions de francs CFA en 2016. Le but de cette mission était de mieux expliquer la redistribution des revenus aurifères aux populations. À la rencontre de l'équipe Golden Girl en Somalie, elle est composée de jeunes somaliennes passionnées de football. Ces joueuses ont décidé de braver l'interdit en pratiquant une activité réservée aux hommes, à savoir le ballon rond. Elles espèrent ainsi faire bouger les codes de la société. Siamlo Victoria Seji. À Mogadiscio, capitale de la Somalie, des jeunes femmes défient les préjugés pour vivre leur passion, le football. Ce sport, qui est interdit à la gente féminine dans le pays, elles ont décidé de le pratiquer et l'utilisent même comme moyen de lutte contre la stigmatisation. L'équipe Golden Girls, dans laquelle elles apprennent à manier le ballon rond, a été fondée par la jeune Shema Salad Mohamed. Les femmes ne sont pas encouragées à faire du sport parce qu'elles sont supposées rester à la maison et y travailler uniquement. Les gens m'insultent et me disent « Tu es une femme, pourquoi joues-tu au football ?» Certaines joueuses sont soutenues par leur famille, mais d'autres non. Vivant dans la crainte perpétuelle, la majorité espère changer le regard des Somaliens sur le football féminin. Et c'est sur ce terrain privé loué à 7 $ l'heure qu'elles polisent leur rêve de conquérir un jour les pelouses mondiales. Nous voulons être une équipe nationale, participer aux plus grandes compétitions, à la Coupe du Monde, à des tournois de la Confédération africaine de football. Nous voulons être l'un des pays où le football féminin est connu dans le monde entier. Selon l'ONU, l'inégalité des sexes persiste en Somalie en raison d'une culture qui promeut une hiérarchie et une autorité masculine stricte. Mais malgré tout, les Golden Girls espèrent devenir de véritables championnes nationales comme leur père masculin et porter haut les couleurs de la Somalie.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.